Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur cette deuxième émission de la clim. Hop, on voit nos chroniqueurs. Bonjour Arthur, bonjour Sandra. Bonjour. Donc voilà, pendant 1 heure ce soir, on va aborder la question, l'épineuse question de l'impact écologique du sport. Donc est-ce que Arthur, tu peux nous dire un peu de quoi on va parler, pourquoi on a choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui est quand même au cœur de l'actualité. On en a beaucoup parlé avec la Coupe du Monde au Qatar. Il y a eu beaucoup d'appels au boycott, alors pour d'autres raisons aussi, mais aussi pour des raisons climatiques. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'élargir et de questionner l'impact environnemental du sport, en rappelant bien sûr qu'il n'y a pas que le sport. On parle du sport, mais on aurait très bien pu parler de la culture, du cinéma. Voilà. Ouais. Donc le sport est une des problématiques qu'on aborde dans la clim, mais comme plein d'autres. Très bien. Donc, je vais faire un petit programme peut-être pour notre soirée. Donc, on va commencer par une revue de presse par Maxime et Solène. Ensuite, on va faire 3 chroniques. Donc, je vais commencer avec une chronique justement sur le mondial au Qatar. Et ensuite, Sandra prendra le relais. Elle nous parlera de la difficulté de boycotter ces événements à l'avenir. Arthur, toi, tu nous parleras de la Formule 1 et de la Formule électrique. Et dans la deuxième partie de l'émission, comme d'habitude, on reçoit une invitée qui est aujourd'hui Véronique Martin, qui est fondatrice du cabinet RSE Sport et qui œuvre pour plus de durabilité écologique et sociale dans le sport. Donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Tout ça est tellement bien organisé. Donc, déjà, on peut dire bonjour au chat. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont commenté, donc merci. Bonjour le chat. Bonjour le chat. Alors, comment mieux commencer que par une bonne revue de presse? Donc, peut-être laisser la place à Maxime et Solène. J'appelle les joyeux lurons, quoi, finalement. Ils vont s'occuper de la revue de presse, donc je quitte ma place et je leur laisse présenter. À tout à l'heure, Arthur. La revue de presse à tout à l'heure. Vous allez me manquer. Je vous laisse tout ça. Je sais Chloé. Absolument. On te repère. Mais Maxime, Maxime n'est pas du tout dans le champ. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Quel duo, j'adore. J'ai hâte. Donc, de quoi vous allez nous parler ce soir? Du coup, l'idée, c'est en fait de brasser un peu différents sujets. On va faire un peu une revue de presse classique. Ah ouais, donc Arthur, il s'en va carrément. Il a pas le temps pour la revue. C'est la visiblement, ça ne l'intéresse pas. Non, en fait, l'idée, ça va être à la fois de parler un peu actu et aussi de vous proposer des petits supports un peu sympas pour suivre les actus écologiques ou d'avoir des petits tips aussi sur comment moins polluer, par exemple. Donc, notamment, la première chose dont on voulait parler, c'est une actu pour le coup, c'est un nouvel outil en fait pour répertorier les sites qui sont les plus polluants en termes d'émissions de carbone. Et ça s'appelle Climate Trace. Et en fait, c'est super cool parce que c'est 100% indépendant. C'est soutenu par plein d'associations et c'est chapeauté par Al Gore, qui est quand même assez connu et qui est une figure un peu du combat écologique, même s'il est un peu controversé aussi, c'est intéressant. Et en fait, l'idée, c'est de savoir qui est responsable de quoi. Et du coup, ça fonctionne en fait avec... Je vais essayer d'afficher ça correctement. Non, Maxime, tu vas réussir à afficher ça correctement. En fait, ça fonctionne avec... Je ne sais pas si ça va marcher. Si, c'est ça, vas-y. Ajouter à la diffusion, oui. Ça fonctionne en fait avec une espèce une grosse carte. Bon, là, qui s'affiche en tout petit, c'est dommage. Mais en fait... ça suffit quand même à comprendre de quoi on parle. En fait, sur cette grosse carte, vous avez plein de petits points de couleurs qui répertorient en fait différents types de pollution au carbone. Donc, ça peut être à la fois les centrales électriques, les aciéries, les champs de pétrole, de gaz, et aussi, en fait, je le dis sur un ton très joyeux, mais en réalité, ça ne l'est pas forcément. Et en fait, notamment, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites lignes entre les continents. Et les lignes entre les continents, en fait, c'est les pollutions notamment par cargo et par transport. Et du coup, c'est assez intéressant. Et ça fonctionne avec des données satellites et de l'intelligence artificielle. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une initiative qui est intéressante parce que ça peut permettre de voir ceux qui polluent. Notamment. Je peux te poser une question, Maxime. Est-ce que ça prend en compte tous les déplacements en avion, les déplacements y compris particuliers et tout? En l'occurrence, de ce que j'ai compris, c'est plutôt les questions des émissions par l'industrie, en fait, la production de matières premières. Donc, de ce que j'ai compris, c'était vraiment principalement... notamment les cargos, parce que je ne sais pas si vous avez en tête les images des gros cargos avec plein de conteneurs, par exemple. Ça, c'est extrêmement polluant. Et je vois en fait dans le chat un commentaire qui est assez intéressant, et notamment sur le fait que en fonction
en fonction des continents, en fait. On voit que les points ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça permet de mettre en avant qui pollue le plus. Et du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est une initiative, en fait, qui a été saluée à la COP27, ce qui est plutôt chouette, notamment par Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Et l'idée, en fait, c'est pas de faire une police du climat, mais plutôt d'aspirer à des nouvelles solutions. Donc, plutôt chouette. Plutôt pas mal. Moi, je vais vous parler d'un autre truc que j'ai vu ces derniers temps qui, je pense qu'il y a toutes les probabilités que vous ne l'ayez pas vu parce qu'il y a énormément de contenus qui sortent tout le temps, donc la plupart passent à la trappe. Et alors là, je fais partager l'écran, c'est ça, hein? Je crois que c'est ça. Présentez. Hop. Et c'est ça. Voilà, c'est Waouh. un documentaire qui est assez court, 1h10, vous l'avez regardé, qui est diffusé donc sur France 5 dans Le Monde en face, qui s'appelle La bataille du climat. Et en fait, il est simplement chronologique et il parle de bataille parce qu'il prend complètement le prisme politique en partant des années 1970, à partir du moment où la recherche scientifique a établi qu'il y avait des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine à l'origine du changement climatique. Et donc, à partir de ces années-là, ça nous permet de répondre à la question pourquoi il ne s'est rien passé? On a établi ça dans les années 70, nous, on est en 2022. Bon, qu'est-ce qui explique l'inertie politique qu'il y a pu avoir? On parlait de la COP27, il y en a eu 26 avant, c'est comprendre comment ces négociations internationales ont pu patiner à ce point-là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'ici, on est plutôt jeunes, comme vous l'aurez remarqué. Je pense qu'on est des jeunes intéressés par l'écologie. Et donc, c'est super intéressant d'avoir la perspective historique de ce qui s'est passé avant nous et les forces qui ont été à l'œuvre, les forces en présence pour faire bouger les choses et surtout pour ne pas faire bouger les choses, c'est-à-dire tous les industriels et je pense surtout aux industriels du pétrole ou de la voiture qui ont mis beaucoup d'énergie et d'argent pour aller contre les objectifs climatiques. Et donc, c'est un documentaire qui est vraiment bien fait, il se regarde super facilement, avec des vrais morceaux d'histoire dedans, voilà, notamment des images d'archives. Et puis, les deux journalistes qui ont fait ça ont eu des entretiens avec les personnes qui ont été... Alors, lui, je ne sais plus exactement qui c'est, mais je vous montre des images comme ça. Ouais, lui, il est important. Avec des personnes qui ont été acteurs de cette histoire-là. C'est les personnes qui ont fait des discours devant le Sénat états-unien pour présenter les rapports. C'est les personnes qui étaient au sommet de Rio en 1992. Il y a des personnes qui étaient lobbyistes contre le climat, qui ne le sont plus, mais qui nous expliquent comment ça se passait. Donc, je trouve que c'est vraiment une très chouette perspective à avoir. C'est sur le site de France TV, ce qui veut dire que c'est gratuit et disponible. C'est gratuit, c'est bien. Oui, c'est bien. Je suis dans la team Ra, moi. C'est gratuit tant qu'on aura une redevance audiovisuelle. Voilà. Si je peux me permettre, tu spoil un peu une partie de ma chronique, parce que je vais parler d'éco-psychologie. Donc, on verra un autre aspect. Ce ne sera pas l'aspect politique, ce sera l'aspect psychologique. Qu'on n'a pas fait toutes nos chroniques en avance pour permettre une interaction, qu'on rebondisse les uns les autres. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et je passe la parole à Maxime. À nouveau. Alors, l'idée, c'est maintenant, pour clore cette revue de presse de qualité, de proposer en fait différents comptes que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux qui parlent d'écologie. Et donc, du coup, je vais retenter de montrer des images, mais elles s'affichent en tout petit, donc c'est dommage, mais ça marche quand même un petit peu. Ouais, c'est vraiment tout petit. En gros, ça, c'est un compte que vous voyez en tout petit, qui est un compte TikTok, qui s'appelle Déclic Climatique, qui est tenu par un jeune homme qui se présente comme un ingénieur. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il propose plein de vidéos thématiques, souvent sous forme vidéo, pas parce que TikTok, en fait. Et donc, du coup, ce qui est chouette, c'est que ça parle de plein de sujets, à la fois de trucs extrêmement concrets. Typiquement, comment est-ce que vous pouvez réduire votre dépense énergétique quand vous faites des pâtes, ce qui est autant intéressant écologiquement qu'économiquement. On sait qu'on s'adresse à un public étudiant. On est là pour vous. Et donc, du coup, ouais, ça, c'était plutôt très intéressant. Et j'ai regardé un peu tout ce qu'il faisait. Et il y a plein de vidéos aussi sur des thèmes un peu plus larges. Il a parlé de sport et d'écologie. Mais bon, ça, on ne va pas revenir dessus parce que sinon, on va spoiler la suite. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Il parle de plein de sujets différents. L'autre
créateur, enfin en l'occurrence une créatrice de contenu que j'avais envie de mettre en avant. C'est une youtubeuse, c'est Swan Périssé, peut-être que vous connaissez, et en fait elle a une chaîne secondaire qui s'appelle Vers chez vous. Bon, pour être parfaitement transparent, elle est en pause actuellement sa chaîne, mais je voulais vraiment en parler parce que je trouve qu'elle fait du contenu de vraiment de bonne qualité. Et normalement, elle est censée reprendre la vidéo en décembre, donc c'est dans pas très longtemps, mi-décembre, il me semble. Et en fait, c'est plein de vidéos qui donnent à la fois des solutions concrètes. Par exemple, comment est-ce que vous pouvez faire vos propres cosmétiques, comment est-ce que vous pouvez avoir des vacances écologiques. C'est un sujet dont à la fois on parle beaucoup, mais en même temps, passer juste, ne pas prendre l'avion, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sachant que notre prochaine émission va être sur le tourisme, donc c'est aussi une question, les vacances, qui va revenir dans la clim. Donc, du coup, voilà, un vrai thème. Et puis aussi, des trucs un peu plus impressionnants. Typiquement, comment est-ce qu'on peut construire une serre? Comment est-ce qu'on peut construire une ruche? Et perso, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube. Du coup, voilà, je voulais partager. Elle a fait un tour de France en caravane, non? Elle a vécu en caravane pendant super longtemps. Et du coup, il y a plein de vidéos très cool. Et il y a un super article dans Reporter aussi, je sais, qui était sorti il y a un certain temps. Si vous tapez Swan Périssé dans Reporter, du coup, c'est plutôt assez intéressant. Et le dernier compte dont je voulais parler assez rapidement, et parce que je trouve que c'est encore une fois, c'est un tout petit, mais on va dire que l'idée y est. C'est en écho en fait à ce dont on a parlé la semaine dernière, The Greenimalist, et en fait c'est un compte assez intéressant pour parler de comment est-ce qu'on peut mieux en fait consommer des vêtements. Et donc notamment, elle est un peu, c'est parler d'éthique et de consommation éco-responsable dans la mode. Et du coup, c'est toujours un sujet chouette. Et c'est à la fois rappeler les enjeux, donc notamment par rapport aux Ouïghours, pourquoi est-ce que ça pollue, et aussi proposer des solutions concrètes, type comment rapiécer un jean, parce que franchement, je sais pas vous, mais moi quand j'ai des trous dedans, à chaque fois je suis un peu deg. En plus, ça coûte super cher à racheter. Donc du coup, c'est cool parce qu'en fait, il y a plein de petits tips et aussi des conseils, par exemple, sur des marques éthiques. Et donc, voilà, The Greenimalist. Très, très sur Instagram. Voilà. Ouais. On va s'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là parce qu'on a les autres ont encore beaucoup de choses à dire. Voilà. Et vous retrouverez une autre revue de presse à la prochaine clim. Voilà. Merci pour la Merci. Donc, Arthur va nous rejoindre, j'imagine. Et on va pouvoir commencer les chroniques, tout simplement. Oui, maintenant c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si de nouvelles personnes nous ont rejoints sur le live. Vous venez de rater peut-être la revue de presse, c'est bien dommage. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez regardé, pour commencer ma chronique, est-ce que vous avez regardé le match France-Tunisie? Moi, je vais vous dire que non, parce que je travaillais. Donc, oui, c'est vrai. J'avais une bonne excuse. J'étais en cours. Je regarde. Ouais, mais il ne faut pas le dire, tu vois. Donc, je ne sais pas. Donc, je suis désolée. Donc, la France a perdu. Donc, c'est une mauvaise introduction. J'espérais commencer sur quelque chose de plus positif que ça. Mais bon, pour peut-être encore plus gâcher l'ambiance, je vais parler de la Coupe du Monde et de son impact écologique, tout simplement. Donc, un petit état des lieux. Donc, la Coupe du Monde a commencé le 20 novembre et elle se poursuit jusqu'au 18 décembre au Qatar. Donc, le défi de ce mondial, c'est tout simplement d'organiser une Coupe du Monde dans un désert, le Qatar, tout simplement, puisque en été, il fait jusqu'à 50 degrés. C'est pour ça qu'elle a lieu en automne-hiver et qu'il fait autour de 20 degrés. Donc, bien sûr, il y a des sujets très controversés. Je ne vous apprends rien. Pas de scoop du monde au Qatar. Donc, les conditions de travail des travailleurs étrangers, le non-respect des droits des minorités sexuelles et des femmes, les soupçons de corruption dans l'attribution au Qatar. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la facture carbone. Et donc, pour rappel, le Qatar est un tout petit pays de 11 000 km², il me semble, mais qui émet le plus de CO2 par habitant et par an, soit autour de 30 tonnes. En France, on est autour de 9 tonnes. Donc, oui, quand même. Vraiment... Quand même. Donc, pour commencer, je vais d'abord mettre une petite image. De quoi a-t-on beaucoup parlé dans les médias au sujet de cette Coupe du Monde? C'est la clim, et je parle malheureusement pas de notre émission. Qui est formidable, et qui n'est pas problématique. Pas du tout. Puisque cette clim dans les stades, eh bien, sur 7 stades sur 8, il y a un système de climatisation donc, qui assure une température à peu près de 20 degrés sur la pelouse. Et bien sûr qu'il y a eu des polémiques autour de cette climatisation, et même après donc, le premier match,
Voilà, un tweet, par exemple, le stade commence déjà à se vider, motif invoqué par certains, il fait trop froid, c'est vrai qu'il caille, le manque d'ambiance n'aide pas en plus. C'est dingue. Donc, ça avait mal commencé, cette Coupe du Monde, en plus avec cette idée de climatisation, voilà, ça donnait une mauvaise image peut-être. Donc, qu'est-ce qui consomme le plus, deuxième question, qu'est-ce qui consomme le plus dans ce mondial selon vous? Bah, la clim, ça doit consommer beaucoup quand même. J'en ai aucune idée. Il y avait les transports aussi qui ont été beaucoup... Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans les compétitions sportives, c'est que bien souvent, c'est les transports qui consomment le plus. Peut-être que je vais revenir. Qui consomment le plus. Ici, dans cette Coupe du Monde, c'est la moitié de l'empreinte carbone qui est due au sport, enfin au transport, pardon. Et donc sur l'événement, il doit y avoir à peu près 1 à 2 millions de personnes qui vont se rendre sur place, mais qui ne peuvent pas se loger sur place parce que c'est trop cher. Donc ils sont obligés de se rendre dans des pays voisins. Pour se rendre dans des pays voisins, il y a des avions navettes. C'est un concept. Et à votre avis, bon, c'est un peu aberrant comme chiffre, mais combien de vols par jour y a-t-il avec ces avions navettes? Je sais pas, j'avais vu des chiffres, mais vraiment, ça décollait tout le temps. Et je crois que ça a été encore pire parce que je sais pas si tu as vu, mais les campements qu'ils avaient prévus, en fait, ils sont insalubres. Donc, il y en a plein qui sont partis alors qu'ils avaient payé super cher et donc ils reprennent encore plus d'avions. Donc, je sais pas si ça a été modifié. Attends, tu disais qu'il y avait combien de personnes qui assistaient au mondial? 1 à 2 millions sur place, mais je pense que c'est sur la totalité. Oui, sur la totalité du truc, quoi. Ouais. Bah, je sais pas, par jour, des vols, il doit y en avoir 100 ou 150, non? Ouais, 160. 160 vols. Donc, ça fait à peu près un vol toutes les 10 minutes. Voilà. Donc là, depuis le début du live, il y a eu 2 vols déjà. Si on peut voir un petit peu. Donc, c'est pas mal. Et donc, quel est le bilan carbone de cette Coupe du Monde, finalement, qui est estimé par la FIFA, bien entendu, le chiffre, c'est 3,6 millions de tonnes de CO2, selon la FIFA. Ouais, ça, c'est le chiffre de la FIFA. C'est à peu près, c'est plus que les émissions annuelles de l'Islande. Et lors des dernières éditions de cette Coupe du Monde, au Brésil et en Russie, c'était plus autour de 2 millions de tonnes de CO2. Donc ce bilan, en plus d'être élevé, il est contesté par des ONG, par exemple, comme par l'ONG Carbon Market Watch. Pour eux, les émissions pourraient être 5 fois supérieures aux estimations de la FIFA. Et pourquoi? C'est parce que la FIFA ne prend pas en compte le fait que ces stades soient construits spécialement pour l'occasion. Ils ont une durée de vie de 60 ans et ils ne pourront pas forcément être réutilisés. Donc ça, on appelle ça des éléphants blancs, en fait, dans les grands événements sportifs. C'est des stades qu'on ne pourra pas rentabiliser plus tard. Voilà. Et en parlant de la FIFA, donc on va parler de sa stratégie climatique, puisque le titre de ma chronique, c'est quand même carton rouge pour la FIFA. Donc, qui de mieux pour parler de carton que le président lui-même de la FIFA? Je vais vous mettre une petite vidéo. Le sémillant. Hello, I'm Gianni Infantino, FIFA president, and today on World Environment Day, it is not about yellow cards or red cards. Today I'm asking everyone who loves football and who cares about the environment to raise FIFA's green card for the planet, in either paper or digital version. Ils sont forts, ces gens de la FIFA. Il fallait y penser. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer parce que ça fait partie du hashtag Save the Planet qui a été lancé par la FIFA. Et donc là, le président de la FIFA appelle à chacun de faire une vidéo pour montrer les petits gestes du quotidien qu'ils font pour sauver la planète. Voilà, avec le petit carton vert. Donc on pourrait penser que la FIFA a pris conscience que les mentalités ont changé, qu'ils ont mis en place une stratégie climatique. Bien sûr, c'est assez contesté puisque la grande revendication de la FIFA, c'est d'être le premier mondial neutre en carbone. Donc c'est très très ambitieux. Comment on s'y prend pour être neutre en carbone au Qatar et pour une compétition mondiale? Ça paraît compliqué et la FIFA explique qu'elle va tout compenser avec des crédits carbone. Donc les crédits carbone, j'ai un petit schéma. Voilà. Oula. Ouais. Il est tard, il va falloir que tu nous expliques. Ouais. Désolée. Avec des mots simples, quoi. Des mots simples. En fait, un crédit carbone, c'est comme acheter un droit à polluer. Chaque tonne de CO2 émise doit être compensée par un crédit. Et les porteurs de projets, comme la FIFA, ils achètent ces crédits. Comment ils achètent ces crédits? C'est en investissant dans des projets jugés bons pour l'environnement. Voilà.
Donc là, pour le moment, ils ont par exemple investi dans seulement 3 projets, dont 2 en Turquie, photovoltaïque et hydraulique, il me semble. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils n'ont acheté seulement que 130 000 crédits sur 3,6 millions, puisque c'est 3,6 millions de tonnes. Donc, à voir s'ils pourront réussir, s'ils réussiront à tout compenser d'ici, je ne sais pas quand. Voilà. C'est le capitalisme appliqué à l'environnement, quoi. Enfin, c'est surtout, est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à le faire si personne n'en parle peut-être que personne ne vérifiera. Oui, voilà, c'est ça. On nous a dit dans le chat que le vote qu'on a organisé sur le compte Insta de la Clim, n'hésitez pas à vous abonner, donc sur ce vote, 55% des gens disent qu'ils regardent la Coupe du Monde. Ah, je m'attendais à plus. Moi aussi, beaucoup plus. Bon, peut-être qu'il faudrait plus abonner. On est sur un public normalement qui est assez sensibilisé, donc c'est peut-être pas... C'est vrai. Ça, c'est vrai que Sandra, ça pourrait être bien. Tu pourras rebondir sur ce pourcentage pour s'adresser à ces gens-là, parce que dans ta chronique, tu vas l'aborder. Et quelle transition. Ça. Moi, je vais faire juste une petite conclusion, voilà, pour le fait que la FIFA, forcément, elle est accusée de greenwashing, puisque le 2 novembre, il y a 5 plaintes qui ont été déposées pour greenwashing contre la FIFA, notamment en France par l'ONG Notre Affaire à tous. Voilà, mais bon, tout ça, ça n'empêche pas que la fête n'est pas finie, puisqu'en 2026, il y a encore une Coupe du Monde, et on voit encore plus grand. Est-ce que vous savez où est-ce que ça va se dérouler? Peut-être que Sandra, tu le sais, parce que tu l'as préparé. Je vais l'évoquer très très rapidement, mais oui, ce sera États-Unis, Canada et Mexique. 3 pays. 3 pays, 16 villes, et 48 équipes à la place de 32. En toute simplicité, quoi. Et au Mexique, ce sera encore des stades climatisés, ce sera le grand retour. Voilà. Donc Sandra, tu vas justement nous parler du futur de ces événements, donc je te laisse la main. Oui. Alors, moi, je vais vous parler d'un gros projet. Donc, déjà, vous vous dites sûrement qu'avec tous les retours qu'il y a eu là sur le Qatar, les boycotts, on en parle en mal un peu partout. Vous vous dites peut-être, mais on va avoir une prise de conscience et on va faire des choses cohérentes et on va arrêter de faire des événements qui polluent énormément. Et par exemple, au hasard, on va éviter de faire des jeux d'hiver dans un désert. On va éviter. Voilà, donc du coup, l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029 en plein désert. Donc, on a annoncé il y a assez peu de temps que ce sera la ville de Trojena qui accueillera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Et donc, Trojena, c'est une ville qui n'existe pas pour l'instant. Ça fait partie. Oui, voilà. Ça a été annoncé là il y a un mois à peu près. On a dit oui, voilà, donc ce sera Trojena, qui n'existe pas, qui fait partie d'un gros projet de l'Arabie Saoudite qui s'appelle NEOM. Vous en avez peut-être entendu parler pour The Line. Malgré moi, oui, j'en ai entendu parler. Parce que moi, j'ai été bombardée sur YouTube de vidéos qui présentaient The Line. Donc, c'est cette grande ville en miroir qui traverse de bout en bout tout un désert. Et donc, dans ce gros projet, il y a Trojena. Et donc, Trojena, c'est une ville futuriste. Donc, quand je dis futuriste, c'est qu'ils ont prévu de créer une fausse lune. Pourquoi pas? Oui, après tout, pourquoi pas, hein. Moi, si on peut créer des trucs comme ça, il y a plein de trucs que j'ai envie de créer, quoi. Mais bon. Et donc, c'est un projet mais complètement fou. Et ils ont vraiment donné comme ça le projet des Jeux asiatiques d'hiver. Et donc, je vais citer Mohammed bin Salman, le prince héritier. Qui explique que Trojena redéfinira le tourisme pour le monde et surtout que cela montre l'effort mondial de protection de l'environnement. L'engagement, parce que le projet, c'est de faire une ville neutre en émissions carbone, évidemment, toujours. Donc, c'est une station qui devrait ouvrir en 2026 et ça fait partie du gros projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Et donc, ça pose une question, évidemment, quand on voit qu'on attribue encore ça dans un endroit qui va polluer énormément pour toutes les installations. Une fois de plus, le but, c'est de faire des voyages en avion, puisque c'est vraiment mis en avant sur le site. Si vous allez sur le site de NEOM, tout le monde peut y accéder en avion. Donc, ça va encore être exactement les mêmes polémiques. Et donc, pourquoi est-ce que, malgré le Qatar, on continue à avoir des événements comme ça? Ça peut peut-être être en partie expliqué par une branche de la psychologie qui s'appelle l'éco-psychologie.
et qui est apparu dans les années 90. Et je vais citer Jean-Pierre Ledanf, qui est éco-psychologue, et qui nous explique que neurologiquement, on n'est pas fait pour anticiper ce genre de choses. En fait, on comprend qu'il y a un risque, on comprend que c'est catastrophique, mais on ne changera pas nos habitudes tant qu'on n'est pas vraiment dos au mur, quoi, tant qu'on ne se rend pas compte de tout ça. Donc, l'avantage qu'on peut avoir, donc lui, il parle d'un état de préconscience. L'avantage qu'on peut avoir, peut-être, c'est que maintenant, en fait, le changement climatique, on le constate tous les jours. Alors, peut-être qu'on arrivera à se dire qu'il faut changer les choses, vraiment, et à interdire trop gênable. Mais, parce qu'il y a un mais, évidemment, vous vous en doutez, le gros problème, c'est que dans les projets de l'Arabie Saoudite, il y a plein de choses qui sont en lien avec le sport, comme dans tous les pays du Golfe. Et donc, en 2030, ils se sont aussi proposés pour accueillir la Coupe du Monde. Oh, ils sont généreux. Et oui, ils sont adorables, sauf que normalement, c'est interdit pour eux de candidater avant 2034. Mais Mohamed bin Salman est très très proche du président de la FIFA. Donc, est-ce que vraiment ce sera interdit? On verra ça. T'as qu'un gros chèque peut aider, quoi. Voilà. C'est tout pour moi. Est-ce qu'on arrivera à changer ça? C'est quand même fou, quoi, qu'on en soit, nous, à couper le chauffage et qu'eux construisent des villes comme ça dans le désert. Enfin, ça paraît tellement lunaire qu'on se dit on vit pas du tout sur la même planète, mais en fait, si, quoi. C'est comme le Qatar. On regarde ça dans nos salons un peu réfrigérés, puis finalement, ils regardent ça avec la clim, quoi. Ouais, finalement. Il fait aussi froid. Aussi frais chez nous que chez eux. Oui, ça s'équilibre, super. Donc, est-ce que ce serait à toi, Arthur? Mais c'est formidable. La F1. Bon, donc moi, je vous parle de Formule 1. Si je vous dis quel est le sport le plus polluant au monde, vous me répondez quoi? Le chat est concerné également par cette question. Le chat. J'espère que c'est pas la Formule 1. On nous dit la pétanque, mais la pétanque, non, la pétanque est le sport. Alors, je ne sais pas si la bière pollue, mais la pétanque, oui, dans le genre, peut polluer. Bon, vous l'avez deviné, c'est évidemment la Formule 1, mais pas pour les raisons que vous croyez. La Formule 1, chaque année, c'est 250 000 tonnes de CO2. C'est relativement énorme, hein, je pense qu'on peut le dire. Mais dans ce chiffre-là, savez-vous quelle est la part des voitures, les voitures qui roulent sur le circuit, les Formule 1, combien elles polluent sur ces 250 000 tonnes? Je crois que c'est assez peu, non? En fait, je crois que, de ce qu'on m'avait dit, c'était beaucoup les transports, parce que les compétitions se font dans plein de pays différents. Absolument. En fait, les voitures, elles représentent 0,7% des émissions de CO2 dans la Formule 1, donc moins d'1%, c'est rien du tout. Parce que effectivement, ce qui pollue le plus, c'est les trajets. Alors, je vais vous montrer le petit calendrier des courses de Formule 1, puisque je le mets là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait Twitch, mais il y a encore. Donc, en fait, les courses, elles se déroulent dans plusieurs pays différents. Et souvent, il y a des grands prix qui se suivent dans des pays qui ne sont pas du tout dans les mêmes régions du Golfe. Par exemple, on voit l'Arabie Saoudite qui suit le Brésil. Arabie Saoudite, Brésil, on n'est pas vraiment sur le même territoire. Donc tous ces équipements, toutes ces voitures, tout le personnel, les pilotes, il faut les bouger d'un endroit à l'autre. Et on les bouge comment? Vous l'avez en avion. On met les voitures dans l'avion? On met les voitures dans l'avion et au début de la saison, en fait, ce qui se passe avant que les courses commencent, les écuries mettent plein de matériel dans des cargos qui sont ensuite envoyés dans certaines régions de la planète. Donc tout ça pollue tellement que sur ces 250 000 tonnes, 43%, c'est que le transport. Pour faire face à ça, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même assez aberrant qu'un sport pollue autant, la Fédération internationale de l'automobile, qui est donc l'organisme qui gère la Formule 1, a annoncé la neutralité carbone en 2030, avec notamment des carburants qui ne produisent pas de CO2 d'ici à 2026. Il faut savoir aussi que la Formule 1, c'est beaucoup de transfert de technologie.
La Formule 1, c'est dans cette catégorie qu'on a inventé notamment le moteur hybride qu'on retrouve dans nos voitures à nous. Donc, il y a quand même un ruissellement de technologies qui fait que, globalement, on arrive à des technologies un peu moins polluantes. Et est-ce que vous saviez, le chat et qu'il y avait une compétition de Formule électrique? Est-ce que vous en avez entendu parler? Jamais. Non. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. C'est FE, c'est ça? C'est FE, exactement. En fait, en 2014, ils se sont dit, tiens, il y a un petit filon à creuser, écologie, tout ça, ben, on va lancer un truc électrique, quoi. Oui, et c'est encore plus divertissant. Eh bien non, ce n'est pas divertissant. Ah, je masque le commentaire. Cette catégorie ne fonctionne pas du tout. En fait, il y a plein de constructeurs qui se sont mis à se dire « Ouais, c'est le futur, on va y aller, ça va nous faire de la pub et tout. » Et en fait, ils sont tous en train de partir parce que personne ne regarde l'électrique dans le sport auto. Ça ne prend pas du tout. Voilà. Pourquoi? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que je pense qu'en fait, il y a quand même tout un système psychologique qui fait que bah, ouais, c'est polluant, les voitures font du bruit, exactement. Bah, voilà. Parce que les voitures font pas de bruit, bah, en fait, ouais. La Formule 1, c'est du bruit, c'est de l'odeur d'essence, et là, ça prend pas. Quoi. Et il faut aussi dire que les règles sont très compliquées. Parce que les règles sont modifiées? Ouais, les règles sont très très compliquées, c'est très compliqué à comprendre. Moi, je n'y comprends rien. Bon, après, je vous avoue que je n'ai pas trop fait l'effort. Mais voilà. J'avais une petite vidéo à vous montrer, mais on me gronde en coulisses parce qu'on est pressé par le temps. Donc, je m'arrête là. Vous en faites ce que vous voulez. Ne t'inquiète pas, ma vidéo aussi est tombée à la trappe. C'est pas grave. Bien. Merci pour ces chroniques. Merci à nous. Merci au chat. Maintenant, on va peut-être pouvoir introduire la deuxième partie de notre émission avec notre invitée, Véronique Martin. Donc, est-ce que je vais l'intégrer à notre... Hop, non, ça y est. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Donc, bonsoir Véronique Martin, vous êtes fondatrice du cabinet RSE Sport. Donc, la durabilité écologique et sociale dans le sport, vous en connaissez en rayon, sûrement, quand on vous a invité. Donc, merci d'être parmi nous ce soir. Vous allez pouvoir répondre à nos questions, aux questions du chat. Donc, le chat, n'hésitez pas à poser des questions à Véronique pendant que nous, en même temps, on a nos questions aussi. Donc, allez-y. Ça, c'est interactif. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme première question? Vous voulez une question un peu générale, peut-être un petit peu simple. Avec toutes les interrogations qu'on a soulevées, avec toutes les remarques, est-ce qu'il faut arrêter les compétitions sportives? Est-ce qu'il faut arrêter le sport? Est-ce qu'il faut des décisions radicales face à tout ça? Changer et transformer, oui, le modèle économique du sport, c'est sûr, mais ça prend du temps puisqu'il y a beaucoup d'acteurs. Alors, tout arrêter, le sport a quand même, je dirais, des aspects positifs sociétaux, voilà, qu'on ne peut pas diminuer et que je pense qu'il faut garder comme la culture. Donc, c'est pour ça, moi, je pensais plutôt changer les modèles économiques, raconter des nouvelles histoires par rapport à ce qu'on se raconte aujourd'hui, par exemple, un petit garçon, une petite fille qui rêve, qui joue au foot et qui rêve de Coupe du Monde. Est-ce qu'on ne peut pas lui raconter justement une nouvelle histoire qu'il rêve à quelque chose d'autre et qu'en fait, la Coupe du Monde, après, il ne regarde pas parce que ça n'a aucun intérêt pour lui. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le week-end dernier, il y a eu un match de foot au stade Jean-Bouin qui était un match France-Espagne entre des influenceurs, des youtubeurs, enfin je ne sais pas trop. Et il y avait, le stade Jean-Bouin était plein, il y avait 20 000 personnes et il y a plein de monde qui a regardé le match aussi sur Internet. Donc voilà, c'est une autre façon de jouer au foot, de prendre du plaisir. Et avec un autre modèle, économique et voilà, et aussi environnemental. Donc pourquoi pas? On voit déjà qu'aujourd'hui il y a des idées. Je ne sais pas si c'est ça la solution, mais c'est une idée comme une autre. D'accord. Mais oui, sûrement qu'il y a des personnes aussi du chat qui l'ont regardé, parce que c'était justement sur Twitch, c'était des streamers qui s'affrontaient. Donc, tant mieux que vous en parlez.
ou qui ont organisé, pourquoi pas, d'autres compétitions. J'ai vu qu'à Paris, il y avait pas mal d'associations qui avaient fait des contre-événements, des matchs entre eux, des rediffusions des vieilles Coupes du Monde, etc. Donc, ça a pris un peu, j'ai l'impression. Oui, il y a un collectif qui s'appelle ramener la coupe à la raison et qui a identifié en fait tous les bars, tous les endroits qui organisaient justement des contre-soirées au lieu de regarder les matchs de foot et donc pour ceux qui boycottent en fait de faire la fête, soit en regardant des anciens matchs, soit en faisant autre chose, des concerts, ou des soirées festives. Donc voilà, c'est ramener la coupe à la raison. Donc, je pensais le collectif We Love This Game, peut-être vous en avez entendu parler. Je ne connais pas celui-là, mais... Si Arthur, vous en avez entendu parler ou pas? Je n'en ai pas entendu parler du tout, moi. C'est un collectif qui organise des matchs avec des enfants, avec des adultes, sur la base du volontariat. Donc, on en a pas mal parlé. Il y a eu des articles sur Cosette, sur France Info, il y a eu quelques reportages et tout. Voilà, je vois. Je n'avais pas retenu le nom, mais je vois un article, effectivement, je ne sais plus où, que j'ai lu quelque part. Moi, j'avais une question qui est peut-être un peu un gros morceau, mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance aux instances sportives, je pense à la FIFA par exemple, pour s'auto-réguler, pour auto-réguler et dire à un moment stop, ou alors est-ce qu'il faut qu'il y ait des instances internationales qui posent des règles très claires? Le problème, c'est autoréguler. On voit, vous l'avez cité dans le reportage, la prochaine Coupe du Monde, 48 équipes, 3 pays, 16 villes différentes, avec encore plus de déplacements en avion. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté. Pareil, les Jeux asiatiques d'hiver, où la Fédération internationale de ski n'a absolument pas réagi, en disant juste qu'elle n'était pas au courant, mais n'a pas réagi. Donc, l'autorégulation, malheureusement, moi, je n'y crois pas. Et effectivement, pour moi, c'est une vraie problématique, ces fédérations internationales qui ne sont pas contrôlées par l'ONU, par exemple, et où on ne leur applique pas des critères de choix en disant, sur maintenant les nouvelles compétitions internationales, il faut qu'elles respectent des critères environnementaux très ambitieux, ça et ça, et on ne peut pas y déroger. Donc, pour moi, c'est un vrai problème et une vraie question, ce manque de gouvernance, on va dire, ou de contrôle des fédérations internationales. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent. Oui, voilà, c'est le monde de l'argent, c'est l'argent qui décide, que ce soit pour la FIFA ou les Jeux asiatiques d'hiver. Ces Jeux, en fait, il y avait plus de pays qui voulaient les accueillir, en fait, puisque avant c'était généralement la Chine et le Japon qui accueillaient ces Jeux asiatiques d'hiver, qui ont été créés aussi pour avoir, sur la culture des pays asiatiques qui voulaient faire quelque chose de leur côté. Et maintenant, Chine et Japon disent, nous, c'est bon, on veut plus jouer. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui a les moyens et les moyens financiers pour le faire. Et c'est comme ça qu'arrive l'Arabie Saoudite. Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, demander, conditionner l'attribution des grandes compétitions à des critères soit environnementaux, soit à des critères aussi de droits humains? Oui. C'est des solutions qui ont été... Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que ça, c'est la bonne solution. On en parle de plus en plus aussi, notamment en France, quand il y a des subventions, on parle d'éco-conditionnalité, et dire les subventions, on les donne, mais à condition que vous respectiez certains critères environnementaux et sociétaux. Ça se développe, alors au niveau national, c'est en train d'être pensé déjà au niveau du ministère, de réfléchir à mettre des critères qui sont déjà inscrits, mais qui ne sont pas forcément ancrés suffisamment, j'allais dire, dans les textes. Mais vous avez dans des villes, l'autre fois, j'ai assisté à une conférence, il y avait quelqu'un de la municipalité lyonnaise, je crois, qui, en fait, ils ont développé leur propre système pour donner des subventions aux associations sportives, et dedans, ils intègrent des critères sociétaux et environnementaux, et ils intègrent ça au fur et à mesure, justement, pour accompagner les associations à changer, parce que c'est pas toujours évident, les associations n'ont pas forcément beaucoup de budget, c'est des choses parfois assez complexes à gérer, donc à les accompagner pour justement petit à petit s'améliorer, et en disant, mais voilà, bientôt, si vous ne respectez plus ces critères-là, les subventions, c'est fini, vous ne les aurez plus. Je pense que pour moi, c'est vraiment une clé super importante pour vraiment forcer de manière... mais par contre, je pense qu'il faut donner le temps. Parce que si on dit, c'est du jour au lendemain, les associations, les clubs n'auront pas le temps de s'adapter.
Mais de dire, voilà, on vous laisse du temps, mais il faut impérativement que vous changiez parce que sinon, on ne peut plus continuer comme ça. Okay. C'est vrai que là, on a parlé des organisations, on a parlé des pays, et là, on a une question qui nous parle des équipementiers sportifs ont un rôle à jouer pour limiter la pollution, moins de plastique, des matériaux biodégradables, etc. Ah oui, tout à fait, ça, les équipementiers sportifs. Alors en France, on a la chance, on a la loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire, qui vient de créer la filière REP, donc responsabilité élargie du producteur, pour les articles de sport et de loisirs, qui fait que depuis début de l'année, tous les fabricants, les revendeurs doivent, je dirais, ont la responsabilité de la fin de vie de leur matériel, de tout ce qu'ils fabriquent, enfin, des produits qu'ils fabriquent, et donc doivent prévoir des points de collecte, et ça encourage justement la réparation, la réutilisation. Voilà, donc c'est vraiment dans cette optique-là pour réduire les déchets liés aux équipements sportifs, et puis effectivement changer les matériaux. L'autre jour, j'étais à une conférence, il y avait Johan Penel, donc le président de la Fédération de badminton, qui expliquait comment il réfléchissait sur les volants. Les volants de badminton, ils sont en plastique, donc de voir comment ça pouvait évoluer pour déjà les récupérer. Et là, ils étaient en train de travailler avec une start-up qui pouvait récupérer les volants pour, je crois, fabriquer des meubles à partir des volants, parce qu'aujourd'hui, c'est du plastique, donc il ne peut pas être recyclé, mais qui pouvait quand même être réutilisé pour autre chose, pour faire un autre matériau pour des meubles. Donc, vous voyez, donc, là, il y a plein de, je dirais, à la fois des choses techniques, technologiques à faire. Donc, je pense qu'en France, la loi AGEC et donc la REP vont inciter, en fait, tous les fabricants à faire des choses justement un peu plus, des produits plus durables, qui peuvent être réparés, mieux recyclés, mieux collectés. Et puis, je pense aussi, il y a un aspect, alors là, c'est plus sur le modèle économique, sur l'aspect équipementier, où par exemple, vous voyez, tous les ans, vous avez les équipes de foot ou de rugby qui présentent leur nouveau maillot. Et donc forcément, quand vous êtes supporter, vous avez toujours envie d'acheter le maillot. Donc c'est un peu aussi une incitation à la surconsommation. Donc là, c'est vraiment aussi changer je dirais, ce modèle économique et cette réflexion. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il faut passer de dire je vends moins, alors qu'on est aujourd'hui toujours dans le plus, le plus, le plus. Donc là, c'est une transformation plus importante. Mais à terme, je pense qu'on ne peut pas y couper puisqu'on voit bien la surconsommation. Voilà, dans un monde fini, voilà, au bout d'un moment, il y a un problème. On voit, Arthur, que toi, tu en as bien profité avec tous les maillots que tu as derrière toi. Ce n'est pas à moi. Je tiens à préciser que ce ne sont pas les miens. Non, je n'ai jamais acheté de maillot de foot en plus. Une bonne élève. Bonne nouvelle. Après, si tu t'en sers, il n'y a pas de problème. Oui. Après tout, pourquoi pas. Moi, j'avais une question qui m'intéressait, mais qui a été aussi remontée dans le chat. J'avais proposé, j'y avais déjà pensé, donc ça tombe bien, c'est parfait. Est-ce qu'on peut utiliser le sport pour sensibiliser le climat? Il y a certains climatologues qui soutiennent cette chose-là, c'est-à-dire on a des gros événements qui polluent, et puis au final, on parle beaucoup de climat. Donc est-ce que dans la balance, ça vaut pas finalement le coup d'avoir ces polémiques? Oui, au-delà des polémiques, je pense que les sportifs, les sportives, en fait, sont des influenceurs. On voit qu'ils sont très suivis sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, quand ils changent de comportement, ils peuvent influencer des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et donc, c'est vrai que l'autre fois, Madame Masson-Delmotte, donc, qui est une coprésidente du groupe 1 du GIEC, avait dit qu'elle aimerait bien que Kylian Mbappé, il soit un ambassadeur du climat. Alors, bien sûr, il faut qu'il soit crédible, que ce soit un vrai engagement, mais que si c'était lui, entre guillemets, qui allait dire qu'il fallait changer de comportement, il aurait bien plus d'impact même que elle. Et pourtant, Madame Masson-Delmotte, c'est quelqu'un qui est reconnu mondialement au niveau du GIEC et du climat en tant que chercheuse. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, ils ont un pouvoir d'influence qui est extrêmement important. Et puis, le sport, c'est une activité, c'est ludique. Quand on fait du sport, voilà, on y va pour le plaisir, pour être ensemble. Et donc là, de faire passer des messages au travers du sport pour changer les comportements. Enfin voilà, nous, tous les gens qui sont dans le domaine de la RSE, dans le sport, on croit vraiment justement à ce pouvoir-là de pouvoir aider à influencer et à faire changer les comportements.
Est-ce que, Arthur, tu avais peut-être une Bah oui, question? en fait, moi, je me disais, on a parlé beaucoup des choses techniques, enfin pas techniques, mais concrètes, des équipements et tout ça, mais il y a aussi toute une dimension psychologique qui est véhiculée par le sport. On parlait tout à l'heure de Formule 1, qui est quand même un exemple assez frappant. Tout ça promeut une surconsommation, et c'est ça aussi qu'il faut changer, en fait. Oui, oui, je dirais c'est secteur. Enfin, le sport, c'est un secteur économique comme un autre, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure. Là, on parle de sport, mais ça concerne toutes les activités économiques. Et effectivement, pour l'instant, c'est sous l'égide, je dirais, de la surconsommation, de toujours plus de matchs, toujours plus de compétitions, toujours plus effectivement de maillots qui sont vendus. Enfin voilà, donc c'est ce modèle économique-là qu'il faut transformer, mais comme le modèle de la société. Et effectivement, le sport n'y coupe pas malheureusement. Et c'est là où toute la difficulté pour faire justement changer ce modèle économique, c'est que ça concerne beaucoup de gens. Regardez quand la ministre des Sports avait évoqué le fait de ne pas faire, enfin d'arrêter les matchs de foot ou de rugby le soir pour diminuer la consommation électrique. Il y a eu tout de suite en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Effectivement, là, à court terme, peut-être que c'est pas possible. Et encore, si là cet hiver, voilà, il y a un samedi soir où on a un problème électrique, est-ce qu'on préférera ne pas avoir de match de foot et garder son frigo et son congélateur allumé et le chauffage? Voilà, donc la question va se poser. Donc, je pense qu'il faut effectivement mettre tous les gens autour de la table pour commencer à réfléchir en disant il faut changer le modèle, moins de matchs, moins de compétition. Il y a quelques sportifs qui commencent à évoquer ce sujet-là. On a entendu Nicolas Karabatic qui a dit il y a trop de matchs dans le hand. Voilà, il faut changer. Alors c'est quelques petites voix, mais bon, c'est quand même des voix qui portent. Hein. C'est quand même pas un sportif lambda, hein. Nicolas Karabatic qui est vraiment très connu. Donc voilà, ça va évoluer, mais il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table. Et c'est beaucoup de gens. Et souvent, pour certains sports, c'est aussi beaucoup d'argent. Donc il faut changer le modèle économique. Et ça, c'est toujours quelque chose de compliqué à faire. Et est-ce que ça veut dire que c'est la fin des grandes compétitions internationales? Alors ça, je ne saurais pas répondre. Les grandes compétitions internationales telles qu'elles sont aujourd'hui, moi je dirais oui. Après, est-ce qu'on peut imaginer de les faire différemment? Il y a des gens parfois qui parlent de dire on fait des fan zones dans tous les pays et les gens ne se déplacent pas. Il y aurait éventuellement que les sportifs qui se déplaceraient pour faire une compétition internationale. Mais après, tous les spectateurs resteraient dans leur pays et il y aura des fan zones locales pour regarder. Donc même si je dirais donc le digital numérique, il y a un impact carbone qui est là, il y a un impact sur les ressources, mais qui a priori serait moindre que tous les transports, parce que vous l'avez dit, souvent les transports c'est le gros point noir du bilan carbone de tous ces événements internationaux. Donc voilà pourquoi pas cette solution-là. Après, ça peut être autre chose. J'ai pas la réponse. Clairement, comme ils sont aujourd'hui, moi je pense que c'est pas viable du tout. Ça c'est clair. Mais après, est-ce qu'on peut les faire différemment? Est-ce que ça sera suffisant ou pas, compte tenu des enjeux que l'on a face à nous, qui sont extrêmement ambitieux, mais voilà, mais qui sont, je dirais, qu'il faut qu'on réussisse le pari d'arriver à cette fameuse neutralité carbone au niveau de la planète en 2050 pour garder des conditions de vie correctes sur Terre pour nous tous et nous les humains aussi, mais pour toute la planète. Donc voilà, donc j'ai pas la réponse comme ça, parce que ça dépendra aussi, je pense, du type de compétition, aussi du type de pratique sportive, parce que voilà, le sport, entre une compétition de chiens de traîneau, la Formule 1, la Coupe du Monde de foot, voilà, c'est tellement différent que bon, c'est compliqué de répondre à la question. Je pense qu'il n'y aura pas une réponse justement la même pour toutes les pratiques sportives. J'ai vu qu'on parlait dans le chat justement du Tour de France qui avait fait pas mal polémique cet été. On se souvient des images où ils arrosaient la route. Est-ce que la polémique est justifiée et est-ce que le Tour doit s'adapter aussi à l'enjeu climatique? Alors, le Tour doit s'adapter à l'enjeu climatique, ça c'est sûr. Alors, la polémique, je dirais, en fait,
Oui, non, c'est-à-dire que en fait, les volumes d'eau qui étaient concernés étaient très faibles au final, mais c'était plus sur l'aspect symbolique. À un moment où vous avez en France quasiment tous les départements étaient en alerte sécheresse, où vous aviez interdiction d'arroser les pelouses, les jardins, d'arroser les terrains de sport pour plein de gens. C'était extrêmement choquant quoi de voir ça. Voilà, c'était plus sur l'aspect symbolique et sur justement ce bien commun qu'est l'eau. Hein, on voit qu'il y a de plus en plus de conflits d'usage, hein, que ce soit avec le sport ou avec d'autres. Et donc voilà, donc on peut plus se permettre ce genre de comportement, enfin d'action, même si d'un point de vue, on va dire, volume d'eau, c'était très faible. Et effectivement, le Tour de France, clairement, il doit s'adapter à l'enjeu climatique comme tout événement sportif, avec la difficulté de cette fameuse caravane du Tour qui comporte beaucoup de véhicules, du fait aussi que parfois, quand il démarre dans un pays étranger, comme ça a été le cas cette année, il y a eu, je crois, trois étapes, ce qui était au Danemark, si mes souvenirs sont bons. Et après, tout ce petit monde a pris l'avion pour revenir en France, donc avec un impact carbone très important. Sans parler aussi du public, hein, bien sûr, qui se déplace pour aller voir toutes les étapes. Donc, il y a sûrement une façon aussi de réinventer le Tour, qui apparaît pas simple non plus comme ça quand on voit ce qu'il y a. Mais par exemple, est-ce que on peut raconter une autre histoire sur la caravane? Aujourd'hui, on dit non, mais les gens ils peuvent pas se passer la caravane. Mais est-ce qu'effectivement on peut pas essayer de réinventer quelque chose qui fasse que ça soit une caravane différente ou qu'il n'y en ait plus du tout à l'avenir et que ça soit autre chose qui remplace ce plaisir. Encore que moi j'ai toujours un peu de problème de récupérer une casquette d'une certaine marque, je vois pas l'intérêt personnellement, mais bon, voilà, c'est comment les gens qui font ça, parce qu'on leur a raconté que ils ont une envie, ça a un plaisir pour eux, comment transformer ce plaisir en autre chose qui ait moins d'impact. Oui, et sûrement le changement passe aussi par les sportifs. Est-ce que vous pensez que les sportifs ont un devoir d'exemplarité vis-à-vis de leur public, parce que ça touche énormément de personnes? Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur leur pouvoir d'influence. Donc, ils ont une telle influence que ils ont aussi un devoir d'exemplarité, puisque il y a plein tous les jeunes, enfin ils sont influencés par eux. Donc, s'ils voient un autre comportement, ils vont faire changer leur comportement. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment un devoir d'exemplarité qui est nécessaire, que certains ont déjà, avec la difficulté aussi que pour certains sportifs qui font déjà certaines choses, mais qui ne se sentent pas légitimes pour en parler parce qu'ils ne sont pas exemplaires sur tout. Et surtout aussi, la difficulté pour les sportifs, c'est qu'ils sont pris dans un système dans lequel ils ont du mal à sortir. Moi, je me souviens d'un article que j'avais lu d'un Nouvel Obs qui date de 2019, d'une jeune kayakiste française qui disait moi, si je veux respecter mes engagements personnels, il faut que j'arrête le kayak. Parce que son empreinte carbone, c'était, je crois que c'était 20 tonnes de CO2 et les 3/4, c'était lié à ses entraînements et ses compétitions de kayak. Donc, il y a le fait que ils sont aussi, on leur impose des déplacements qu'ils ne peuvent pas forcément choisir si c'est en avion ou en train. Donc, ils sont pris dans un système aussi, donc c'est parfois compliqué pour eux de sortir de sortir de ça et de se dire où je fais des choses mais je n'ose pas en parler parce que j'ai peur de me faire taper dessus sur les réseaux sociaux. Donc c'est parfois difficile aussi pour eux de s'exprimer, même si je pense qu'ils ont un vrai devoir d'exemplarité. Et après, effectivement, il faut les accompagner pour qu'ils puissent en parler, les former aussi. Moi, je pense que c'est très important de les sensibiliser et de les former pour les aider justement à en parler, à dire je fais déjà des choses, je suis conscient que je ne fais pas tout bien, mais je fais déjà ma partie. Et puis effectivement, le reste, ça dépend forcément pas de moi, mais est-ce que j'essaie d'en parler dans ma fédération, dans mon club pour faire changer les choses? Voilà, donc ça peut aussi, ça peut venir d'eux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas attendre tout d'eux parce que ils sont pris dans un système et malheureusement qui leur impose parfois une empreinte carbone élevée. Et on voit de plus en plus justement d'athlètes et de sportifs qui sont
qui expriment un mal-être en fait, parce qu'ils voient bien que leur pratique sportive, elle est complètement décorrélée de leur engagement personnel sur l'environnement et ils savent pas trop où se positionner. Et c'est une vraie difficulté pour eux, quoi. Ça me fait penser à un article qu'il y avait eu sur Reporter et un impact auquel on pense pas forcément et visiblement c'est extrêmement tabou, mais dans tout ce qui est compétition comme la route du Rhum, il y a énormément de baleines qui sont tuées en fait parce que les bateaux vont de plus en plus vite. C'est pas un impact carbone, mais c'est un impact sur l'écologie. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un tabou et en fait ils n'ont pas le droit de le dire. Vraiment. Oui. Oui, effectivement, il y a un impact sur la biodiversité. Et après, il commence à y avoir justement des discussions de certains qui disent, voilà, ces gros voiliers qui vont très, très vite. Enfin, c'est des Formule 1 de la mer, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais est-ce que c'est encore ça, le plaisir de naviguer, d'aller très, très vite ou d'aller un peu plus lentement, peut-être voilà, sans les instruments où on cherche comment naviguer. Enfin, voilà, il y a aussi commence à y avoir des navigateurs qui commencent à se poser des questions aussi sur la fabrication de leurs bateaux, hein, puisque les bateaux, et notamment ces gros bateaux, ces gros catamarans là, qui font la course du Rhum, voilà, ils sont tout faits de produits issus de pétrole. Enfin, il y a plein d'électronique dedans. Enfin, ils ont une fabrication qui est extrêmement polluante, à la fois d'un point de vue bilan carbone, mais aussi d'un point de vue extraction de ressources et donc de pollution associée. Donc il commence à y avoir une prise de conscience, mais effectivement c'est un peu compliqué de s'exprimer sur ces sujets-là. Oui, et pour rebondir sur la route du Rhum, peu de gens le savent, mais en fait en ce moment se déroule une anti-route du Rhum, la Golden Globe Race, qui en fait est une course qui a eu lieu dans les années 60, où en fait c'est des marins qui naviguent sur des bateaux de 12 mètres, le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, et qui naviguent sans électronique, sans assistance, sans rien, et personne n'en parle. Et effectivement, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Intéressant, je savais pas du tout. C'est vrai que là, on a parlé des sportifs, mais on voit que, par exemple, nous, en tant que... on regarde aussi ces compétitions sportives en tant que citoyens. On voit qu'il y a un grand décalage, par exemple, entre la climatisation dans les stades, comme on disait tout à l'heure, et nous, le fait qu'on doit éteindre le chauffage. C'est pareil pour la sécheresse, vous le disiez, avec le cyclisme. On ne pouvait plus arroser nos jardins, mais ils arrosaient les pistes. Est-ce que, selon vous, les citoyens, on peut avoir une action collective face à tout ça? Est-ce que le boycott, ça servirait à quelque chose? Ah oui, je pense on a notre action à faire. Hein. Le boycott, bon, malheureusement, moi, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui boycottent, mais s'il y en a un peu, ça va commencer à faire réfléchir les marques, les médias, parce que on va toucher à un point sensible qui est leur porte-monnaie, hein, les finances. Donc voilà, on voit bien que quand on boycotte une marque, comme ça a pu le faire par le passé, notamment des marques de matériel de sport, il y a pas mal d'années, voilà, quand elles avaient été prises dans des scandales, notamment où il y avait le travail des enfants et des choses comme ça, elles ont réagi quand il y a eu un boycott en disant on n'achète plus cette marque-là. Donc je pense que nous, on a un pouvoir extrêmement important. À la fois par notre carte bancaire, le fait d'acheter ou pas acheter, de regarder ou pas regarder, de pas aller voir. Alors en France, effectivement, le boycott de la Coupe du Monde, ça semble pas concerner beaucoup de gens, mais il y a quand même quelques personnes qui le font et on en parle. En Allemagne, c'est nettement plus important. Les audiences, c'est divisé, je crois, par 3 ou 4 par rapport à la dernière Coupe du Monde précédente. Enfin, c'est énorme. Dans les stades allemands, il y a eu des grandes banderoles qui ont dit, voilà, Qatar, l'environnement, enfin, les enjeux sociétaux, tout ça, ça ne va pas. Enfin, ils ont alerté. Et donc, alors, effectivement, c'est très européen, hein, puisqu'on dit que dans les autres pays du monde, le Qatar, voilà, pour eux, c'est le foot et point, et on s'arrête là. Par contre, le Qatar, là, ça déjà, je dirais, l'intérêt, c'est de lancer la discussion. Et on voit que parfois, il y a des gens qui disent « Ah, je vais voir, mais je me sens pas à l'aise quand même, mais bon, je pense que c'est pas à moi. » Donc voilà, c'est compliqué aussi. On dit « Voilà, c'est pas nous, en tant que supporters de foot, qui avons choisi le Qatar, hein, donc pourquoi en subir les conséquences? Et moi, je veux regarder du foot. » Mais il y a beaucoup de gens qui se questionnent. J'ai même lu une fois un article en disant « Ah, j'aimerais bien que la France se fasse éliminer le plus tôt possible, comme ça, je n'aurais pas regardé les matchs, et puis comme il n'y a plus la France, je ne regarderai plus la Coupe du Monde. » quoi. Donc voilà, donc ça engendre le débat.
moi, je pense qu'on a un grand pouvoir d'influence, à la fois quand on regarde, avec notre carte bancaire, avec notre carte d'électeur. Et puis, on peut faire des manifestations, des protestations, des pétitions. Et on voit que ça finit par parfois donner des résultats. Oui, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est très intéressant. Ça donne de l'espoir. Comme vous l'avez dit, donc il y en a qui espèrent que la France sera éliminée. Pour le moment, elle est en 8e de finale, donc à voir ce qu'on retiendra de cette Coupe du Monde en termes footballistiques, environnemental, on ne sait pas. On ne sait pas merci. Voilà. Donc merci à Arthur, merci Sandra aussi pour vos chroniques. J'espère que cette émission vous a plu. C'était la deuxième émission de la CLIM. On va vous donner rendez-vous dans 2 semaines parce que la CLIM, c'est toutes les 2 semaines, rappelez-vous bien. Dans 2 semaines, ce sera sur le tourisme. On parlera du tourisme et de l'impact écologique du tourisme, encore un grand sujet. Voilà, donc merci à vous, merci à tous, merci le chat, merci les chroniqueurs, merci Véronique Martin d'avoir été là. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée.